tir de Battiston. Oh, le but est fait. Oh, le tir de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Qui touche le poteau. Qui change tout. Attention, Giresse, but. But de Giresse. Tout en finesse. À la Giresse. Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Impeccablement mis en place, Regardez ça. Tout a une touche de balle avec Wiltord. Pour l'instant, et c'est le 3-0. C'est exceptionnel. La qualité des Girondins de Bordeaux. Lilian Lasland met Marseille KO. Oui, mais sur le deuxième ballon, ils sont là. Avec Chalmé, avec Gourcuff. Oh, deux fois. Exceptionnel. Exceptionnel. Johan Gourcuff. Quel on but. le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou. Après un tel enchaînement. Gourcuff, magique, Bordeaux 3, Paris Saint-Germain 0. Oui, bonjour à tous. Merci de nous écouter sur Nostalgie Rondin. Nous sommes de retour pour ce podcast qui va concerner la saison 1986-1987. Donc, Pierre m'accompagne aujourd'hui puisqu'il va faire l'exposé. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume, merci de me recevoir. Oui, merci. Tu fais comme chez toi puisque c'est chez toi. Donc, ça va être un beau bordel, je te préviens. Oui, donc Pierre, oui, tu as des petites news à nous annoncer avant le début de l'exposé en lui-même. Eh bien non, écoute, augmente peu à peu, mais sûrement. Les vidéos ont plutôt bien marché, hein, les deux précédentes qu'on a faites. Donc ça, c'est très bien. Merci à vous, auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner. Et là, on va faire une saison qui est très chargée au niveau du contenu, que ce soit à l'intersaison ou pendant la saison ou après. Donc, je vais essayer d'être complet sans être trop long. Objectif pas facile à atteindre, mais on va essayer. Oui, oui, d'accord. Très bien. Ça promet. Ça promet, en effet. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'imagine que tu t'en souviens certainement. On avait quitté les Girondins champions de France en 85. C'était le deuxième titre d'affilée qu'ils remportaient, leur troisième. Et à l'intersaison 85, il va y avoir quelques petits changements au niveau des joueurs. Donc, je rappelle les chiffres. Hein. Bordeaux a été champion en 85 avec 59 points, soit 3 d'avance sur Nantes, 70 buts marqués, 27 encaissés, 25 victoires, 9 matchs nuls, 4 défaites. Donc, c'était une espèce de saison presque rêvée au niveau du championnat, parce que les Girondins ont vraiment dominé de bout en bout cette saison. Et à l'issue d'une épopée européenne formidable, les Girondins se sont inclinés en demi-finale contre la Juve, pardon, après avoir perdu 3-0 au match aller. La victoire 2-0 à l'Escure devant 40 000 personnes n'a pas suffi, mais les Girondins ont laissé des souvenirs impérissables à leurs supporters et aux supporters français et aux amateurs de football français. Donc à l'été 85, les Girondins se renforcent avec l'arrivée de Uwe Reinders, attaquant ouest-allemand du Werder de Brême, 4 sélections avec la RFA pour un but, mais également Marc Pascal, attaquant de Rouen, et les Marseillais Pascal Malbaud et Jean-Charles Debono, qui sont tous les deux milieux défensifs. Il y a également la promotion en équipe première de Alain Roche, jeune défenseur central que nous avons bien connu, Guillaume, hein, souviens-toi, quand il est revenu au club en 2000. Oui. Et qui avait formé une super charnière centrale avec David Sommeil. Alain Roche que l'on salue. Du côté des départs, il y a Antoine Martinez qui va signer à Marseille, Michel Audrin qui va également signer à Marseille, et on va voir que l'axe Bordeaux-Marseille fonctionnait très bien dans les années 80. Joël Lopez, lui, signe à Mulhouse, alors que Bruno Lipini rejoint Martigues et Dieter Müller s'engage pour les Grasshoppers. Donc on perd un attaquant quand même influent et assez légendaire à cette intersaison 85. Donc les Girondins en 86, à l'issue de la saison 85-86, vont finir 3e du championnat avec 49 points, soit 4 de moins que Nantes 2e et 7 de moins que Paris 7e. Ils vont compter 18 victoires, 13 matchs nuls et 7 défaites.
55 buts marqués pour 46 encaissés. 46 buts encaissés, c'est beaucoup, hein. Surtout pour une équipe comme Bordeaux qui a fait sa réputation sur sa défense solide. 46 buts là en une seule saison, c'est énorme. Ouais. En Coupe d'Europe, les Girondins vont s'incliner au premier tour. C'est assez surprenant, ça. Face aux Turcs de Fenerbahçe, ils vont perdre 3-2 à l'Escure et faire 0-0 là-bas. Alors, le match à Istanbul, c'était une bataille rangée. J'ai vu des images dans Téléfoot. Giresse se fait mais savater tout le match. C'est-à-dire que dès qu'il touche le ballon, il est par terre. Et certains joueurs comme Jean-Christophe Touvenel vont s'énerver, vont passer leur nerf. Et Touvenel va mettre une sale béquille à un joueur de Fenerbahçe. Et malgré la banderole sympathique des 45 000 supporters où on pouvait voir comment vas-tu Bordeaux, et ben, les joueurs de Fenerbahçe n'ont pas fait de cadeau aux Girondins qui doivent sortir dès le premier tour de la Coupe des clubs champions. Ouais. Le club s'incline également dans le Trophée des champions qui a lieu au Stade d'Escure le 18 décembre 85. Il s'incline face à Monaco au tir au but. Je crois que c'est 8 tirs au but à 7. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'était disputé au Stade d'Escure devant une belle petite chambrée, je crois. Eh bien, pas du tout, puisqu'il y avait 13 543 spectateurs. Non, 21 618, pardon. Le match s'est achevé sur le score de 1 partout. But de Reinders pour Bordeaux et de Christen pour Monaco. Et donc, Monaco qui s'est imposé 8 tirs au but à 7 sous la direction de Joël Quignou. Enfin, les Girondins vont un peu sauver leur saison. Enfin, sauver entre guillemets, parce qu'ils finissent quand même 3e après avoir été champions. On aurait bien voulu voir ça plus souvent en 2000 et en 2010 quand on avait été champion en 99 et en 2009, puisqu'ils vont remporter la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Une finale disputée au Parc des Princes devant 45 000 personnes. C'est Abdoulaye Diallo qui ouvre le score d'un penalty magnifiquement tiré. Vraiment, il tire son penalty de manière imparable. Et en première mi-temps, les Girondins ont obtenu un penalty qui a été raté par Uwe Reinders. Ils auraient pu bénéficier d'un deuxième penalty pour une main, mais Monsieur Quignou n'était pas de cet avis. Et j'ai vu les images quand Quignou, justement, ne siffle pas la main. Tu as Giresse qui se rue dessus, vraiment qui limite en vient aux mains avec lui. C'était assez impressionnant et je pense que maintenant, on verrait plus ça, quoi. Ce serait rouge et plusieurs matchs de suspension. Donc les Marseillais mènent 1-0 à la mi-temps, mais Tigana remet les deux équipes à égalité d'une superbe frappe à l'entrée de la surface. Et Tigana, à la 116e minute, donc durant les prolongations, va faire un rush sur le côté droit et servir Alain Giresse dans la surface. Giresse contrôle et tranquillement, de l'intérieur du pied droit, lobe Joseph-Antoine Bell, le goal marseillais, pour offrir la première Coupe de France depuis plus de 40 ans à Bordeaux. Et je vais vous donner un petit scoop. Je vais te poser une question plutôt que de donner un scoop. Est-ce que tu sais quel pari avaient fait Bernard Lacombe et Alain Giresse si Bordeaux gagnait la Coupe de France en 86? Non. Eh bien, ils avaient parié de rejoindre Lourdes à vélo. Ah ouais. Et ils l'ont fait. Donc, je vais venir à mon petit scoop, que je pense vous ignoriez. C'est qu'il s'agira du dernier fait d'armes d'Alain Giresse avec les Girondins, puisqu'à l'intersaison 86, et en raison de l'arrivée de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille, d'ailleurs 86, on va voir que c'est le début de l'arrivée des hommes d'affaires dans le football, puisqu'il y a aussi Lagardère au Racing Paris. Et donc oui, donc Pierre, les hommes d'affaires dans le football français sont là. Oui, avec Bernard Tapie et monsieur Jean-Luc Lagardère, hein, qui va investir son argent et faire venir des joueurs de renom. Donc, il va faire venir Enzo Francescoli, l'un des plus grands joueurs uruguayens de l'histoire. Il y aura aussi Pierre Littbarski, Pascal Olmeta et un Bordelais en la personne de Thierry Tussaud. Et donc, Alain Giresse rejoint le club de Marseille qui a été repris par Bernard Tapie. Et lui aussi fait venir des joueurs de renommée. Donc, il va faire venir Giresse. Il va faire venir Blaž Slisković,
milieu de terrain formidable, moustachu de l'Hajduk Split. Pour monter une équipe, il va faire venir Jean-Pierre Papin, qui joue à Bruges, mais qui a fait la Coupe du Monde à Bruges en Belgique, pas à côté de Bordeaux, qui a fait la Coupe du Monde 86. Ah mince. Ah mince, oui, on confond souvent, oui. En district. Ouais, qui a fait la Coupe du Monde 86 avec la France. Et si on veut pousser un peu plus loin, c'est aussi l'année où Silvio Berlusconi devient propriétaire de l'AC Milan. Donc 86, année charnière peut-être. Ouais. Donc revenons au départ d'Alain Giresse, qui est un véritable séisme dans le paysage du football, parce que Giresse, c'est 22 ans en pro, 22 ans chez les Girondins et 16 ans en pro. Donc pratiquement toute sa vie avec le maillot scapulaire sur les épaules, quoi. Et il quitte les Girondins. Donc lui, pour expliquer la raison de son départ, parle d'une incompréhension avec le président Claude Bèze sur son investissement lors de la fin de saison précédente. Et ça va créer un antagonisme entre Bordeaux et Marseille parce que Claude Bèze ne va pas du tout être content de ce départ. Il va en vouloir profondément à Alain Giresse et à Bernard Tapie. Il traitera Bernard Tapie de salaud. Il dira qu'il méprise profondément Alain Giresse et on y reviendra plus en détail lors du retour de Giresse avec Marseille à l'Escure. Mais vous allez voir que c'était pas très beau ce qui s'est passé entre les deux clubs. Et quand Giresse quitte les Girondins, Sud-Ouest titre Bordeaux perd Gigi. Donc tu vois, c'est marrant qu'un joueur comme Alain Giresse, qui est surnommé Gigi Girondin, c'est marrant, c'est un peu prédestiné, c'est un peu comme Arsène Wenger avec Arsenal. Donc Sud-Ouest titre Bordeaux perd Gigi et interviewé à son arrivée à Marseille, Alain Giresse semble assez peu à l'aise avec ce départ. Il élude un peu les questions et il semble surtout assez énervé qu'on revienne sur les raisons de ce départ. L'agitation médiatique ne lui sied pas vraiment et lui, il attend qu'une chose, c'est de fouler les pelouses pour être dans son élément. Ouais, lui, ouais. Il va passer ballon. J'ai l'impression que pendant les 2 ans qu'il va faire à Marseille, il y a toujours ça qui reste, ce départ de Bordeaux. C'est comme si c'était un truc une cicatrice qui n'était pas refermée. Ouais. Oui. Ça, il a l'air sensible. C'est ça. Mais bon, après, magie du football, Alain Giresse reviendra au club en 90 en tant que directeur sportif. Et là, je vous le dis, tout sera oublié. Ah, c'est bien. C'est beau le foot. Faut effacer les plaies. Donc, du côté des départs, on a Thierry Tussaud également qui signe en Matra, comme je l'ai dit. Uwe Reinders qui fait une petite saison et s'en va, il signe à Rennes. Hassan Annini va à Lens. Pascal Malbaud s'engage à Alès et Marc Pascal rejoint Nice. Ça, c'est pour les départs. Du côté des arrivées, les Girondins vont recruter 2 meneurs de jeu. Alors, c'est déjà parce qu'il y a le départ de Giresse, mais je pense qu'ils étaient arrivés avant. Et aussi parce que Chalana n'a pas donné satisfaction lors de ces 2 premières saisons. Donc, ils vont prendre Jean-Marc Ferreri, jeune milieu de terrain de 23 ans de la JOCR, qui a disputé l'Euro 84 et la Coupe du Monde 86. Ils vont prendre Philippe Vercruis, 24 ans, joueur du RC Lens, 3e à la Coupe du Monde 86, comme Ferreri. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Vercruis est désigné comme le successeur de Platini et il remplace Alain Giresse en demi-finale contre la RFA. On va également piocher en Yougoslavie, puisqu'on va faire venir deux frangins, Zoran et Zlatko Vujovic, tous deux âgés de 27 ans. Alors, pour les différencier, c'est simple. Zoran, c'est celui qui joue un peu plus bas et Zlatko, c'est l'attaquant. Très simple, vous verrez. Et surtout quand on attaque. Attaque. Absolument. Et qu'ils ont le même maillot sur le dos. Thierry Roland aimerait beaucoup ce fait. Oui. Il aurait eu du... Oui. On aura aussi 2 autres joueurs, mais j'en parlerai par la suite, qui sont José Touré, le Brésilien, et Philippe Farjon, qui rejoindront les Girondins. Pardonnez mes fautes de frappe à l'oral, s'il vous plaît. C'est le matin, j'ai un peu de mal. Qui rejoindront les Girondins durant la saison, mais on y reviendra.
D'accord. Donc, il faut également préciser qu'en 86, les Girondins investissent le Haillan. C'est une idée d'Aimé Jacquet de pouvoir compter sur un centre d'entraînement comme le Haillan, parce qu'il s'entraînait avant à Roquevielle, c'était à Mérignac. Et là, les Girondins investissent les terrains du Château Bel-Air. Et le Château Bel-Air deviendra par la suite le siège du club. Première journée, les Girondins sont opposés à Metz. On commence tranquillement, on s'impose 1-0 sur un but de Philippe Vercruis, qui met peu de temps à briller. Premier match en championnat et premier but. Et on peut voir que j'ai l'impression que Ferreri joue plus avancé, un peu un poste de 9,5 peut-être, ou d'attaquant, ou alors que Bordeaux joue avec 5 milieux et le seul Zlatko Vujovic en attaque. Alors, je n'ai pas parlé du profil de Zlatko Vujovic. Vujovic, c'est un attaquant véloce, bon techniquement, qui se déplace sur tout le front de l'attaque, mais qui a un petit défaut peut-être, c'est qu'il plonge souvent. Enfin, du moins, c'est ce qu'on lui reproche. Deuxième journée. Oui. Tu savais pas? Pierre, pardon. Oui. Que se passe-t-il? J'ai pas entendu le défaut de Vujovic. C'est qu'il plonge souvent, donc dans la surface. Il simule souvent. C'est ce qu'on va lui reprocher. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est arrivé à d'autres. Fabrice Fiorez, si tu nous regardes. Alors, je préviens d'avance, Bordeaux va faire 2 séries incroyables durant cette saison. Mais on n'y est pas encore. Donc, deuxième journée, 0-0 à Lille. Et troisième journée, un match face au Racing de Paris, donc le nouveau riche, qui compte dans ses rangs Pascal Olmeta, comme je dis, Maxime Bossis, Luis Fernandez, champion avec Paris en 86, mais sous le maillot du club, de l'autre club de la capitale la saison d'après, Bruno Germain, Thierry Tussaud, Ali Ben Mabrouk, Pierre Baski, l'Allemand, Enzo Francescoli et Ruben Unpirez, qui était un joueur de Nancy, très bon joueur uruguayen également de Nancy. Donc les Girondins vont s'imposer 2-0 sur des buts de Vujovic sur penalty et de Philippe Vercruis, dans un Lescure qui sonne creux parce qu'il n'y a que 19 305 personnes, mais c'est parce que des travaux ont lieu dans le stade pour installer plutôt des sièges et des places assises, enfin plutôt des places tout court dans tout le virage, et il n'y a plus ce virage, le vestige de l'ancien vélodrome dans les virages. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de spectateurs que ceux à quoi on pourrait s'attendre en raison de ces travaux qui vont durer jusqu'au mois de décembre. Donc Vercruis est élu homme du match par ses coéquipiers, qui salue sa performance et sa qualité technique et qui marque son 2e but en 3 journées sous les couleurs girondines et qui prend ses marques immédiatement, quoi, ce qui est une bonne chose. Et d'ailleurs, Thierry Tussaud, qui revient à l'Escure, c'est lui qui commet la faute sur le pénalty de Vujovic à la 38e. Ensuite, Bordeaux va faire match nul à nouveau à Nice et s'imposer 2-1 à domicile contre Toulon grâce à des buts de Zlatko Vujovic et de René Girard, ce qui fait que les Girondins, à la 5e journée, sont 3e du championnat avec 8 points pour 5 buts marqués et un petit but encaissé. Malheureusement, ils se déplacent à Nantes à la 6e journée et ils vont encaisser une lourde défaite 3-0 sur des buts de Maurice, Christophe Robert et Bourruchaga. Bourruchaga, champion du monde avec l'Argentine l'été précédent. Même si Bordeaux débute bien le match avec une belle occasion à la 15e, Ferreri lance Vercruis sur la gauche qui centre. Zlatko Vujovic envoie un boulet de canon de la tête hors du cadre. Nantes réagit ensuite par une frappe de Debeauté qui passe à côté. Au débeauté. Absolument. Très bon jeu de mots auquel je ne m'attendais pas. La première mi-temps est équilibrée et de qualité, sans grosse occasion toutefois. Hormis entre la 42e et la 44e minute, ça va être 2 minutes folles. À la 42e, il y a une faute de Der Zakarian, que l'on connaît maintenant
en tant qu'entraîneur. Il y a une faute de Derzakarian sur Vujovic qui tombe. L'arbitre siffle penalty. Malheureusement, Zlatko Vujovic tire complètement au-dessus des buts de Bertrand Demann. 2 minutes plus tard, centre de Robert. Philippe Anziani, magnifique joueur. Magnifique joueur qu'on peut entendre en interview dans le podcast des légendes, un podcast de grande qualité et qui a consacré 2 épisodes à ce formidable joueur qui était Philippe Anziani. Donc, d'accord. À la 44e minute, il y a un centre de Robert et Anziani reprend de manière acrobatique le ballon sur la barre des buts de Dropsy. Donc mi-temps 0-0, mais en 14 petites minutes, les Girondins vont sombrer. 52e, un penalty est sifflé pour Nantes suite à une main de Touvenel dans la surface. Maurice transforme du gauche. 56e, Robert s'échappe dans le dos de la défense bordelaise. Il double le score du gauche. Et 66e, soit 10 minutes plus tard, Bourchaga est lui aussi lancé dans le dos de la défense marine et blanche. L'Argentin, champion du monde, comme je l'ai dit, marque du pied droit et ça fait 3-0 pour les hommes de Coco Suedo. Et une lourde défaite à la 6e journée pour les Girondins. Mais, comme j'ai dit, cette saison va être marquée par 2 séries et la première va commencer entre la 7e et la 17e journée puisque les Girondins vont réaliser une série de 11 matchs sans défaite. Pas mal. Pas mal. Ils vont déjà se rattraper en atomisant Rennes 4-1 grâce à des buts de Verkuis, un doublé de Bernard Lacombe et un but de Zlatko Vujovic. Et Verkuis va marquer un but contre son camp pour Rennes. Donc on peut dire qu'il est double buteur lui aussi sur ce match-là. Ah oui, comme un joueur dont on a parlé dans 2e division en 92. Absolument. Qui était ce joueur, Guillaume? Pourrais-tu te... Paniaga, mais je ne sais plus pour quelle équipe il officiait. Alès peut-être, je ne sais plus. Oui, peut-être. Alès ou bien Mulhouse. Mais... À l'est ou à l'ouest, bien sûr. Voilà, Alors, voilà. superbe. Pas de jeu de mots plus loin, bien sûr. On embraye, s'il te plaît. J'aimerais ne pas m'attarder sur cette... Bordeaux fait ensuite match nul contre Lens 0-0 et va s'imposer à la 9e journée 2-0 à Sochaux, puis 3-0 à domicile contre le Havre lors de la 10e journée. À la 10e journée, Bordeaux est 2e avec 15 points, avec 14 buts marqués contre 5 encaissés, et ils sont 2e à la différence de buts par rapport à Marseille qui est premier. 11e journée, victoire 1-0 à Nancy sur un but de Bernard Lacombe sur penalty. 12e journée, la réception du champion en titre, le Paris Saint-Germain. Bordeaux s'impose en fin de match 2-0 grâce à des buts de Verkuis. Verkuis qui fait franchement un super début de saison. Il est buteur, bien impliqué dans le jeu. Et Zlatko Vujovic aussi qui ne tarde pas à marquer des buts. Donc 2-0 pour Bordeaux. Et ensuite, entre la 13e et la 16e journée, Bordeaux va faire 4 matchs nuls, 1 partout. 1 partout à Marseille. C'est incongru. Ouais, c'est incongru, c'est pas commun. 1 partout à Marseille. Vujovic, Zoran ouvre le score à la 19e et son ancien coéquipier à l'Hajduk Split, Blaž Sliskovic, égalise à la 82e. Et Alain Giresse dispute ce match le 17 octobre 86 contre son ancienne équipe. Et on peut regarder Marseille, il y a Papin, Sliskovic, Franck Passy, Giresse, Thierry Lauré, Jackie Bonnevet, Jean-François Domergue, que des anciens entraîneurs ou actuels. Et ton ami Jean-Pierre Bade en défense. Et aussi Joseph-Antoine Bell, futur gardien des Girondins, tu me le laissais. Magnifique gardien camerounais. Bordeaux continue les matchs nuls avec 1 partout contre Monaco. Et tu noteras, cette fois, on ne s'incline pas contre Monaco. Parce que la saison précédente, on avait pris 9 buts à Louis II. Et les saisons d'après, en 83-84 et 84-85, c'était compliqué de jouer contre Monaco. C'était un peu notre bête noire. Verkuis marque encore sur penalty et c'est Bijota qui donne le point du nul à son équipe. Bijota, futur Bordelais. À Toulouse, la 15e journée, Bordeaux fait match nul 1 partout. But de Ferreri et égalisation de Gérald de Passy sur penalty. Et le dernier match nul, c'est 1 partout contre Laval. Ouverture du score de Lacombe à la 7e minute et égalisation de Jackie Paillard.
Ce qui fait que Bordeaux fait une série de 11 matchs en défaite entre la 7e et la 17e avec 6 victoires et 5 matchs nuls. Et avec le match nul à 1 point et la victoire à 2 points, c'est moins grave de faire des matchs nuls. Exact. Vrai. Et dans cette série de 11 matchs, j'ai oublié d'ajouter le succès 1-0 à Auxerre sur un but de Philippe Vercuis de la tête. À la 16e journée, Bordeaux est 2e du classement avec 23 points. 21 buts marqués contre 9 encaissés. Et ils sont toujours 2e à la différence de buts. Malheureusement, la série va prendre fin. Et cette défaite va marquer un événement, puisque les Bordelais vont s'incliner à domicile contre Brest. Maurice Bouquet et Patrick Colter, futur joueur des Girondins. Et Maurice Bouquet, rappelle-toi qu'il avait marqué un but, je crois qu'il jouait à Martigues. Il avait mis une frappe de loin et Huard avait mal apprécié la trajectoire et il avait voulu taper des points et ça avait fini en ses buts. Est-ce que tu te souviens de ce but? Oui, Martigues qui avait une équipe qui a fini européenne, je crois, une saison avec Benarbia, Tolo, Colo aussi, je crois, Bouquet, Pounevaci, Éric Durand dans les buts. Quelques années plus tard, ouais, c'est une belle équipe. Grosse équipe. Et Brest, tu vois, alors pareil, Brest fait partie de ces équipes qui investissent massivement sur des joueurs. Parce que là, tu comptes Julio César, qui est un défenseur brésilien qui a joué à Montpellier, à la Juve et à Dortmund par la suite, qui était un gros joueur du championnat. Hein, c'était un joueur très, très solide. Tu as Vincent Guérin, qui était formé au club, je crois. Par la suite, jeune, ouais. Il n'avait même pas 20 ans. Ouais. Et par la suite, Brest va subir un peu le contre-coup de ces investissements, puisqu'ils vont recruter des joueurs comme, je crois que c'est Goycochea, le goal argentin de la Coupe du Monde 90, et qui sera rétrogradé, je crois, Brest, en même temps que Bordeaux en 91, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, en compagnie de Nice également. Oui, pour des problèmes financiers, hein, pas pour une relégation sportive. Voilà. Ce qui fera le bonheur des derniers de la division. Absolument. Voilà, donc Bordeaux s'incline, je crois que c'est la première défaite en 2 saisons et demie, puisqu'il fallait remonter à la saison 83-84 pour retrouver la trace de la dernière défaite des Girondins à domicile. Donc tu imagines que pendant plus de 2 saisons, tu es invaincu à domicile. C'est une chose qu'on a connue aussi, nous, en tant que supporters, parce qu'il était très difficile de s'imposer à Bordeaux. C'est un truc qui a été complètement détruit par les saisons pourries à partir de 2015, où franchement, là, on commençait à prendre des tannés à domicile 4-0, 4-1 contre Caen, Saint-Étienne. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors que c'est des choses qu'on ne connaissait pas, nous, déjà dans les années 90, et encore plus dans les années 80, Bordeaux, c'était une forteresse imprenable. Hein. Donc, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de joueurs disaient que c'était dur de venir jouer à Bordeaux. Quand tu fais 2 saisons et demie sans t'incliner à domicile, oui, c'en est la preuve. Puis Bordeaux enchaîne une 2e défaite de rang à Saint-Étienne, 2-0 le 29 novembre 86, grâce à des buts de Hervé Musquer et Pascal Françoise. Avec Georgi Dimitrov dans l'équipe de Saint-Étienne, que l'on salue. Oui. Le fondateur du Front antifasciste dans les années 30, et on s'en rappelle. Et il avait quand même qu'un homonyme d'ailleurs. Non, je pense qu'il avait une belle santé, une santé de fer, hein, parce que il mangeait des épinards tous les jours et il pouvait jouer au football à 87 ans passés. C'est quand même formidable. Vivre en URSS, ça conserve. Ah oui, le grand air. Ça dépend. Ça dépend dans quel coin, mais. Alors. Pardon, je suis un petit peu hilar devant cette remarque. Donc, 20e journée, Bordeaux reçoit Lille et nous allons noter la présence d'un joueur qui est Philippe Farjean, jeune attaquant français qui joue en Suisse à Bellinzone, qui est un joueur qui n'est pas connu. Hein. On pourrait penser qu'il l'était, mais il ne l'est pas. Et il a été détecté par les Girondins et il s'engage aux Girondins pour ses matchs retour, puisque les joueurs pouvaient rejoindre un club à partir des matchs retour. Ce n'était pas à partir d'une trêve
international, enfin du mercato comme on faisait, comme on fait actuellement. Et il met 21 minutes pour se signaler, puisqu'il ouvre le score à la 21e. Ferreri marque un deuxième but à la 71e et Zlatko Vujovic clôt la marque à la 86e. 20e journée, Bordeaux est deuxième avec 27 points. Un point de moins sur Marseille qui en compte 28. 26 buts marqués, 13 encaissés. Et là, Bordeaux va enchaîner une deuxième série qui ne sera pas de 11 matchs en défaite, mais de 13. Puisque les Girondins vont obtenir 8 victoires et 5 matchs nuls. Bordeaux va d'abord s'imposer 2-1 sur la pelouse du Racing, grâce à des buts de Luis Hernandez contre son camp et de Philippe Farjon. Philippe Farjon qui va être le Kavenaghi de la saison 86-87. Vous allez vite comprendre pourquoi. Contre un but de l'ancien Lensois, Shérif Oudjani. 22e journée. D'ailleurs, le Racing qui Non, vas-y, je t'écoute. le Racing Paris qui apparemment jouait au Parc des Princes. Absolument, il joue au Parc des Princes et tu vois, c'est le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est quand même plus de 40 000 personnes. Là, tu n'as que 15 000 personnes pour une équipe qui a mis du pognon sur plein de joueurs de renommée comme Lidbarski, Francescoli, Fernandez, Bossis. C'est un club qui aura un peu de mal à trouver son public. Et il y a plusieurs rencontres dans les années 80 du Racing, notamment avec l'arrivée de Lagardère. On voit que ça sonne creux dans le Parc des Princes. C'est assez impressionnant. Donc Bordeaux enchaîne en la 22e journée par un succès 4-1, doublé de Farjon, but de Lacombe et de Ferreri contre un but de Vilmar Cabrera. 0-0 à Toulon la 23e journée, 2-0 contre Nantes à la 24e journée. Et là, ça me fait vous parler de l'arrivée d'un deuxième joueur qui est José Touré. José Touré, ancien Nantais. José Touré qui aurait dû être l'attaquant de l'équipe de France à la Coupe du Monde 86. Malheureusement, une blessure est survenue lors d'un match de Coupe d'Europe contre l'Inter de Milan de mémoire, où c'est le frère de Baresi qui joue à l'Inter, de Franco Baresi qui lui joue au Milan AC, qui le blesse au genou et il sera absent pratiquement un an, José Touré. Puisque je crois qu'il se blesse en mars 86 et il retrouve les terrains le 28 février 87. Donc il se blesse un an, il rate la Coupe du Monde 86 sur blessure. Et il avait déjà raté l'Euro 84 sur blessure également. Et lors de cette blessure en 86, il se fait opérer du genou. Et son genou perd 15% de sa mobilité et de sa souplesse. Ce qui fait qu'on a quelques doutes sur son retour. Mais les Girondins lui font confiance, le recrutent et l'alignent dans l'équipe directement. Et on peut voir que Farjon et Vujovic jouent en attaque et Touré joue un peu plus bas, il joue au milieu de terrain offensif dans cette équipe des Girondins. Et c'est Vercruis qui en fait les frais. Donc 2-0, victoire de Bordeaux, 2-0 contre Nantes, grâce à des buts de Vujovic à la 17e et de Farjon à la 72e. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces buts. En début de match, Rohr fait une montée rageuse sur le côté droit. Il centre dans la surface pour Farjon qui reprend à côté. 17e minute, le jeune Marcel Desailly oublie Vujovic dans la défense et le Yougoslave reprend le ballon dans les buts de Bertrand Demann. La rencontre s'équilibre davantage en deuxième mi-temps et les Nantais poussent. Comboiré inquiète d'abord Dropsy de la tête en vain, puis Anziani manque l'égalisation de la tête. Mais à la 72e minute, sur un dégagement de Dropsy, Comboiré rate sa tête, ce qui profite à Vujovic. Le Yougoslave transmet dans l'axe à Farjon, qui conclut de l'extérieur du droit et ça fait 2-0 pour les Girondins. À la fin du match, il y a une occasion de chaque côté, mais le score en reste là. 23e journée, Bordeaux fait match nul 0 partout à Toulon. 24e journée, pardon, non, je suis trompé. 23e journée, c'était le match précédent Nantes. Donc on passe à la 24e journée, Bordeaux-Nantes 2-0. Et 25e journée, 1-0 à Rennes sur un but de Vujovic. 25e journée, les Girondins sont premiers avec 36 points, 1 point d'avance sur Marseille, 35 buts marqués contre 15 encaissés. Donc ensuite, 26e journée, 0-0 à Lens. 27e journée, 3-0
victoire 3-0 contre Sochaux à domicile, grâce à un doublé de Philippe Farjon et un but contre son camp de Philippe Lucas, futur Girondin. Et tu regardes l'équipe de Sochaux, quoi, quand je parlais de club formateur, tu as Gilles Rousset, futur gardien international, Laurent Crossi, futur journaliste, Futur international à prime. Franck Sylvestre, futur international, Franck Sauzet, futur grand joueur et international et vainqueur de la Ligue des Champions, Philippe Lucas, futur finaliste de l'UEFA en 96, Stéphane Paille, futur Girondin également et grand espoir du football français. Oui. Donc les Bordelais s'imposent 3-0 contre Sochaux. Thierry Fernier également. Oui, exactement. Fera les bonheurs des Girondins lors de la saison en 2e division. Et qui nous rendra bien des services. Hein. Oui. 28e journée, match nul au Havre. Philippe Farjon, encore lui. Je vous le dis, c'est le Kavenaghi de 86-87. À la différence près que Kavenaghi marque des buts durant toute l'année 2008, civil 2008, mais c'était un an après son arrivée. Farjon, lui, il marque des buts, but sur but, dès son arrivée. Et c'est pas une arrivée... Oui, c'est le David Bellion. Mais en fait, c'est même plus que ça, parce que lui, il rejoint l'équipe en cours de championnat, ce qui est plus dur de s'intégrer. Et c'est plus dur de s'intégrer. Tu ne fais pas la préparation avec l'équipe estivale. Là, tu viens en cours de championnat et tu marques des buts et tu t'adaptes immédiatement. C'est déjà bravo à lui de faire ça parce que c'est extraordinaire. Et bravo aux dirigeants girondins de l'avoir recruté parce qu'ils ont eu le nez creux. Donc, match nul au Havre, un partout. Victoire 4-2 contre Nancy grâce à un but de Vujovic, un but de Touré, un but de Ferreri et un doublé de José Touré contre des buts de Nagui, de Ray Stephen pour Nancy. Yes. On va ensuite disputer 2 matchs délicats. On va faire 0-0 à Paris, au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Puis, attention, 11 avril 87, Parc Lescure. 38 056 spectateurs, sous la direction de monsieur Robert Wurst, le Mozart du sifflet. C'est vrai qu'il avait une manière d'arbitrer assez théâtrale, mais qui était un très très bon arbitre, que nous saluons d'ailleurs, Robert. Si vous nous regardez, sachez que nous vous saluons. Donc, 31e journée, le retour de Gigi à l'Escure avec le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est un choc au sommet puisque le match oppose le premier au deuxième. Il y a une petite anecdote d'ailleurs sur l'accueil qui a été réservé par les dirigeants à Alain Giresse. Donc, il faut savoir qu'il y avait à l'époque un programme de match. Et sur ce programme de match, il y a la présentation des joueurs de l'Olympique de Marseille, de tous les joueurs sauf un, puisque le visage d'Alain Giresse est remplacé par un point d'interrogation. On s'amuse comme on peut. Et il y a un petit article qui est paru aussi dans l'album de l'année 86-87 du Club des Girondins. Et c'est une tirade signée Claude Bèze. Réfléchir, point d'interrogation. Trahir, sûrement pas. Quand un homme revient sur une parole donnée, il n'est pas respectable. Giresse sera toujours un grand joueur, mais ses qualités humaines laissent à désirer. Voilà ce que déclare Claude Bèze sur Alain Giresse. Donc, il exige donc que sa photo soit remplacée dans la feuille de match contre l'OM à domicile par un gros point d'interrogation. Et c'est cette attitude négative à l'égard de Giresse va se manifester sur le terrain, on va y revenir. Mais sachez que les supporters girondins réservent un accueil et une acclamation à Alain Giresse lorsque son nom est annoncé par le speaker pour la composition des 2 équipes. Donc, tout le monde ne réagit pas comme le président. C'est ça. Donc, sur le terrain, Alain Giresse... Alors, je vais essayer de vous parler de ça de manière froide et avec du recul. Mais sur le terrain, Alain Giresse subit plusieurs tacles de Gernot Rohr jusqu'à la 22e minute, puisque Gernot Rohr sera expulsé à la 22e minute après un carton jaune reçu à la 15e et un carton rouge reçu à la 22e. Gernot Rohr s'occupe personnellement de Giresse.
pendant quelques minutes. Oui. Alors, si vous regardez les tacles, vous allez voir que c'est spécial. À la fin du match, Rohr dit il précise qu'il a joué le ballon et qu'il ne s'est pas donné à des sports de combat comme l'ont fait par exemple Abdoulaye Diallo, qui avait poussé Rohr sur une de ses interventions, sur Giresse. Donc moi, je suis d'accord. Gernot Rohr joue bien le ballon à 2 différences près. Il le fait par derrière, les 2 pieds pas franchement collés au sol. Et j'ajouterais même à une 3e différence, alors que Alain Giresse se trouve entre lui et le ballon. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Ce qui fait que Gernot Rohr est expulsé à la 22e minute pour son œuvre. Voilà. Les Girondins vont quand même ouvrir le score à la 6e minute par Philippe Farjon de la tête, doubler la marque à la 12e minute par René Girard et José Touré, excusez-moi, c'est le matin, j'ai toujours du mal, apportera une éclaircie dans cette rencontre violente en marquant un but magnifique dans la surface. Il reçoit le ballon dans la surface. Le ballon est un peu en arrière, ce qui fait qu'il ne peut pas trop le frapper. Il choisit l'intérieur du pied enroulé par-dessus Joseph-Antoine Bell et il marque un but magnifique, le 3e de son équipe. Et Bordeaux s'impose 3-0 et repasse devant au classement puisque les Girondins, lors de la journée précédente et de leur match nul 0-0 au Parc, étaient repassés derrière les Marseillais. Voilà. 32e journée. Excusez-moi. Les Girondins vont à Monaco et font 2-2. On efface le 9-0 subi la saison précédente. C'est José Touré qui ouvre le score sur penalty à la 5e. Puis Marcel Dib et Soren Busk donnent l'avantage aux Monégasques, mais Specht à la 85e égalise pour les Girondins. 33e journée. Bordeaux s'incline à domicile contre Toulouse. Le Toulouse du sympathique Beto Marsico. Alors, Beto Marsico, c'est un joueur argentin qui joue à Toulouse et qui avait une particularité avant les matchs. Sais-tu quelle était, Guillaume? Non. Il s'enfilait plusieurs pizzas et une bouteille de coca avant les matchs. Enfin, la veille des matchs. Ce qui n'était pas un régime très diététique et recommandé par les spécialistes en la matière. Bordeaux s'incline 3-2. Doublé de Marsico et un but de Eric Castagnino à la 75e contre un doublé de Philippe Farjon. Bordeaux repasse à la 2e place car l'OM gagne 2-0 à Nantes et s'empare du fauteuil de leader. 34e journée, Bordeaux s'impose 1-0 à Laval, 2-1 à Laval, excusez mes erreurs, sur des buts de Farjon et Vercuis contre un but de Dogon, futur Bordelais sur penalty. Mais Bordeaux est toujours 2e. Donc 35e journée. Bordeaux s'impose 2-0 contre Auxerre. D'accord? Ouais. Ils repassent premier, les Girondins, car l'OM s'incline à Nice. 36e journée, ils vont faire 1-1 à Brest, mais ils conservent leur première place, car les Marseillais s'inclinent à domicile 3-1 contre Lens. Et la 37e journée, alors là, on peut voir plusieurs signes. C'est le 29 mai 87. Le 29 mai, comme le jour du titre en 99. Et contre Saint-Étienne, club contre qui on avait été sacré champion en 85. Donc Bordeaux s'impose 1-0 grâce à un but de Farjon à la 35e et remporte son 4e titre, le 3e en 4 saisons, grâce à ce succès. Et c'est marrant, c'est que comme en 99, c'était survenu 2 jours avant la fin, mais Marseille perd le titre à Paris, puisqu'ils perdent contre le Paris Saint-Germain. Et lors de la 38e journée, Bordeaux est déjà champion, donc ils vont s'incliner 2-1 à Metz, mais c'est pas grave, puisqu'ils en est déjà champion. Donc voilà. Ce qui fait que Bordeaux conclut l'année 86-87, enfin la saison 86-87 à la première place avec 53 points. 53 buts marqués contre 23 encaissés. Donc là, on a encaissé 2 fois moins de buts que la saison précédente. On a resserré la vis. Le club compte 4 points d'avance sur Marseille et a obtenu 20 succès. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont fait 13 matchs nuls. C'est beaucoup. 13 matchs nuls, mais tu ne concèdes que 5 défaites. Donc,
tout s'équilibre. À domicile. Mais il y a eu beaucoup de matchs nuls, hein, parce Absolument. que les équipes suivantes ont toutes fait beaucoup de matchs nuls, voire plus que Bordeaux. Donc c'est. Ouais, peut-être que le match nul était, étant donné que c'était un point, c'était le coup de la victoire à 2 points et du match nul. En fait, si tu faisais match nul, tu ne perdais qu'un point et pas deux avec la victoire à 3 points. Puisque une victoire, c'est 3 points, un match nul, c'est 1 point. Là, la victoire, c'était 2 points et le match nul, 1 point. Donc, tu ne perdais qu'un point. C'était peut-être ça aussi qui jouait dans la façon d'aborder les matchs. Donc, Ouais. le bilan de Bordeaux à domicile, c'est 14 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Et à l'extérieur, c'est 6 victoires, 10 nuls et 3 défaites. Du côté des buteurs, on peut voir que Philippe Farjon, pour une demi-saison, donc 18 matchs, il a marqué 15 buts en 18 matchs. C'est exceptionnel. Vujovic réussit sa première saison avec le maillot bordelais puisqu'il marque 12 buts. Vercruis avait très bien commencé avant l'arrivée de Touré et lui marque 8 buts. Touré marque 5 buts et Ferreri marque 4 buts. Ça, c'est pour les buteurs. Parmi les joueurs utilisés, c'est toujours les deux marathoniens, les deux stakhanovistes, Dropsy et Tigana qui sont les plus utilisés. En championnat, 38 matchs pour Dropsy et 37 pour Tigana, 57 matchs sur la saison pour Dropsy et 56 pour Tigana. Après, on voit les jumeaux Vujovic, 37 matchs en championnat pour Zoran et 35 pour Zlatko. Puis Girard, Ferreri, Tournel et Alain Roche, jeune joueur, disputent quand même 28 matchs en championnat. On peut désormais passer à la Coupe de France. Bordeaux est tenant du titre, je vous le rappelle. Et Bordeaux commence... tu vois, la Coupe de France commence le 21 mars. C'est marrant, hein? Attends, est-ce que c'est vraiment ça? Ah oui, dis donc. Ouais, ça commence le 21 mars avec les 32e de finale face au RC Paris. Bordeaux s'impose 3-1 grâce à des buts de Farjon, un doublé, et de Baptiston sur penalty contre un but de l'Allemand Pierre Lidbarski. Ensuite, en 16e, Bordeaux est opposé à Guignon. 0-0 à Guignon, puis victoire 3-1 à Bordeaux. En 8e, Bordeaux affronte Monaco, un gros morceau. 2-0 à domicile grâce à des buts de Touré et Vujovic et une défaite 2-1 à l'extérieur. En quart de finale, Bordeaux est opposé à Lille. Victoire 3-1 à l'Escure grâce à un doublé de José Touré sur penalty et un but de Vercruis. Et défaite 2-1 là-bas à Grimont-Pré-Joris. En demi-finale, les Girondins sont opposés au club de Alès. Match nul de partout à Alès et match nul 0-0 à l'Escure, ce qui fait qu'avec la règle du but à l'extérieur, Bordeaux est qualifié pour la finale. Finale rêvée, puisqu'elle met aux prises le premier du classement face au deuxième, le champion face au vice-champion. Et on peut voir que vont s'opposer 4 joueurs offensifs de chaque côté de premier plan. Donc 2 quatuors offensifs incroyables, avec Ferreri, Touré, Vujovic et Farjon côté bordelais, et Giresse, Gengini, Sliskovic et Papin côté marseillais. Le match débute devant 45 145 spectateurs. La finale est disputée le 10 juin 87 au Parc des Princes. Et c'est Monsieur Vautreau qui arbitre les débats. 14e minute, un coup franc est sifflé pour les Marseillais sur la droite de la surface bordelaise. Le ballon est botté par Sliskovic. La défense renvoie sur Ferreri. Le petit milieu de terrain accélère et donne un ballon parfait dans la course de Farjon. Farjon s'avance et va défier Joseph-Antoine Bell. Sa première tentative est repoussée par le gardien marseillais. Mais le renard bordelais ouvre le score d'une tête plongeante sur le renvoi du ballon. 1-0 à la 14e et Claude Bèze, assis dans les tribunes et vêtu d'un imperméable beige, reste impassible. Par la suite, Thierry Lauré inquiète Bordeaux d'une frappe excentrée dans la surface, mais Dropsy a la main ferme. 88e minute, Dropsy repousse du point un centre marseillais. Touvenel remonte le ballon à grands enjambées. Il passe la ligne médiane et poursuit sa folle chevauchée. Il serre ensuite José Touré sur la droite. Le magicien bordelais contrôle et lance le latéral dans la profondeur, sur le côté droit de la surface marseillaise. Touvenel s'avance, rentre dans la surface, voit Vujovic au 6 mètres et le sert d'un ballon parfait en retrait. Le Yougoslave marque le deuxième but bordelais du droit. 2-0, Jacquet est ivre de bonheur. Il se lève de son banc et lève les bras au ciel. Monsieur Vautreau siffle ensuite la fin du match.
Bordeaux remporte sa 3e Coupe de France, la 2e d'affilée. Pour la remise de la coupe, l'équipe monte dans la tribune présidentielle. François Mitterrand, président de la République, remet la coupe au capitaine René Girard. Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, embrasse le milieu bordelais. Et Jacques Chirac essaie de s'incruster en vain. Le capitaine girondin soulève la coupe sous les vivas de la foule. La coupe reste à Bordeaux, comme s'exclame Thierry Roland au micro de TF1. Donc dans cette Coupe de France, Farjon, Vujovic et Touré ont marqué 4 buts et Vercruis et Ferrari 2 buts. On va parler maintenant du Trophée des champions qui a été disputé à Pointe-à-Pitre le 23 janvier 87. C'était pendant la trêve des confiseurs. Et les Girondins vont s'imposer 1-0 devant 12 000 spectateurs grâce à un but de Zlatko Vujovic inscrit à la 78e minute. Donc là, Bordeaux fait carton plein dans champion de France, vainqueur de la Coupe de France et vainqueur du Trophée des champions. Qu'en est-il de la Coupe d'Europe? Eh oui, grâce à sa à victoire, Bordeaux, là. grâce à sa victoire en Coupe de France 86, Bordeaux joue la Coupe des Coupes, aux Coupes des vainqueurs de Coupe, comme on dit. Ils sont opposés au club irlandais de Watford en 16e de finale. Ils s'imposent 2-1 là-bas, devant une petite chambrée, 4500 spectateurs, grâce à des buts de Girard et Vercruis contre un but de Noël Sinot. Et au match retour à Bordeaux, devant 8800 spectateurs, c'est quand même très peu, le 30 septembre 86, ils éparpillent cette équipe irlandaise grâce à des buts de Vujovic, Zoran le premier et Zlatko le deuxième, et un autre but de Reinders et un dernier but de Vercruis pour s'imposer 4-0. Et Bordeaux fait la décision entre la 79e et la 90e minute. Donc Bordeaux inscrit 4 buts en 11 minutes pour accéder au 8e de finale, où là, Bordeaux est opposé à un poids lourd du foot européen, qui sera futur finaliste 2 fois, je crois, par la suite, qui est le Benfica Lisbonne. Et on va noter quelque chose, c'est que Bordeaux attire les foules en Coupe d'Europe, parce que le match aller qui est disputé au stade de la Luz attire 110 000 spectateurs à Lisbonne. C'est énorme. C'était le volcan du stade de la Luz, là où Marseille s'inclinera sur la main de Vata quelques années plus tard. Bordeaux ouvre le score par Zlatko Vujovic à la 17e, mais José Rui Aguas égalise à la 31e pour les Lisboètes. Au match retour, devant 24 000 spectateurs. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal pour un but. Oui, c'est pas mal. Mais c'est quand même Lisbonne en face, et Lisbonne, ils ont des supporters dans le monde entier. Je crois que c'est le club qui compte le plus de supporters dans le monde. Donc la communauté portugaise de Bordeaux et de sa banlieue, et même de France, peut-être qu'elle composait une bonne partie des 24 000 personnes. Bordeaux s'impose le 5 novembre 86, 1-0 sur un but de Philippe Vercruis, en forme dans cette première partie de saison. Et en quart de finale, Bordeaux retrouve une équipe soviétique. Ce n'est pas Dniepopetrovsk, mais le Torpedo Moscou. Et Bordeaux s'impose 1-0 à la 56e au match aller, le 4 mars 87, devant 22 627 spectateurs. Et au match retour, au stade Édouard Streltsov, devant 65 000 spectateurs, ça va être une affaire de pénalty, puisque José Touré va ouvrir le score à la 39e sur pénalty. Et le soviétique Sergueï Agashkov va égaliser sur pénalty à la 48e. Sergueï Prigoda va donner l'avantage aux Girondins grâce à un but contre son. Non, aux Soviétiques. Non, pardon. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il va donner l'avantage aux Girondins contre son camp à la 60e, mais Alieg, Shirin Viekov, ou Shirin Biekov, je ne sais jamais si le B se dit V ou si se dit V ou B, je ne sais pas. Il va remettre les équipes à égalité à la 62e, et Sergueï Agashkov à la 18e, encore sur penalty, va permettre à son club de s'imposer 3-2, mais les Girondins se qualifient grâce au but marqué à l'extérieur. Et en demi-finale, les Girondins vont à nouveau passer pas loin de l'exploit, puisqu'ils vont recevoir le Lokomotiv Leipzig. Ils vont s'incliner 1-0 à domicile
sur un but de Uwe Bredow à la 65e devant 37 082 spectateurs. L'arbitre était autrichien. Pour un match face à une équipe est-allemande, bon, Giroud aurait trouvé ça très bizarre. Ah bon? Ah bah. Ils n'étaient pas dans le même camp. Oui, mais tu te rappelles ce qu'avait dit Giroud après Dortmund en 97? Non? Bah, je ne vais pas le dire parce qu'on va se faire bannir. Bref. Il était très surpris qu'un arbitre autrichien arbitre le match d'une équipe allemande. Je vais en rester là. Ouais. Bordeaux s'incline à 0 donc à domicile et doit impérativement s'imposer à Leipzig. Et encore une fois, un match disputé devant 73 000 spectateurs. Et Bordeaux va réussir à s'imposer là-bas, mais ne pourra s'imposer que 1-0 sur un but de Matthias Linder contre son camp. Des prolongations seront jouées, mais aucun but ne sera marqué. Ce qui fait que des pénaltys auront lieu. Et les Girondins vont s'incliner, malheureusement, 6 tirs au but à 5. Et c'est Zlatko Vujovic qui sera désigné pour tirer le dernier pénalty girondin. Mais face à la pression, il va complètement se liquéfier et rater sa tentative. Ce qui fait que le Lokomotiv Leipzig se qualifiera pour la finale de la Coupe des Coupes, qui sera remportée par l'Ajax, je crois, en 87. Donc, on passe à nouveau près d'une finale européenne lors d'une saison où on remporte trois trophées. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure saison de l'histoire des Girondins? Je te pose la question. Bah, il a manqué, peut-être, oui. C'est vrai qu'il y a eu la saison dont tu as parlé la fois précédente en 84-85, qui est pas mal aussi. Peut-être qu'au niveau des joueurs, c'est encore plus clinquant en 84-85, même si là, ça reste aussi impressionnant. Je sais pas. Oui, peut-être au niveau du palmarès, c'est vrai que c'est un palmarès qu'on rééditera partiellement en 2008-2009, je crois. Ouais. Mais en 2009, on ne fait pas de demi-finale de Coupe d'Europe. On se fait sortir par Galatasaray, je crois que c'est en 16e. Après avoir été reversé de la Ligue des Champions grâce à une 3e place. Donc c'est mieux en fait. C'est ce que fait Bordeaux là, c'est un exploit. Enfin, une demi-finale de Coupe d'Europe, la 2e en 2 ans, pas en 3 saisons pardon, mais sur 2 années. C'est un exploit. Et Aimé Jacquet dira qu'il a un petit regret au niveau européen, c'est que selon lui, l'équipe n'a pas pris conscience de ses capacités. Et il faut aussi ajouter que l'équipe a été remodelée à 50%, puisque tu perds Giresse, tu n'as plus Lacombe et Muller. Tu les as, tu as Lacombe, mais pas beaucoup. Oui, mais il est plus titulaire, si tu veux. C'est Vujovic qui s'installe en attaque, et après Farjon. Et tes meneurs de jeu, tu as Giresse qui est parti à Marseille, Chalana qui s'impose toujours pas, ce qui fait que c'est Ferreri et Vercruis lors de la première partie de saison qui s'imposent, puis Touré à la place de Vercruis lors de la 2e partie de saison. Et au milieu de terrain, tu as Tigana, Girard, tu as Tussaud qui est parti et c'est Zoran Vujovic qui le remplace au milieu de terrain ou en défense. Donc tu as ton animation offensive et ton attaque qui est complètement chamboulée. Et tu arrives malgré ça à remporter le titre de champion. Alors certes, de manière peut-être un peu moins souveraine qu'en 85, mais tu y parviens quand même. Et tu conserves ta Coupe de France 86 contre Marseille qui a monté une grosse équipe et qui t'a embêté toute la saison en tête du classement. Donc c'est très impressionnant quelque part. Et je voudrais revenir sur un peu la relation que les Girondins ont entretenue avec les médias lors de cette saison. Ça s'est pas très bien passé entre les médias et les Girondins. Déjà, je me souviens qu'il y avait le match contre Paris qui a lieu dans la saison. Je crois que c'est... Alors attendez, je vais vous dire ça. Le Bordeaux PSG de la 12e journée, qui est le 4 octobre 86, les Girondins ont refusé que les télés viennent filmer des images de la rencontre. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'images dans Téléfoot ni dans Stade 2.
Ensuite, à la fin de la finale de la Coupe de France, Claude Besse va s'en prendre, après un discours politiquement correct, il va s'en prendre aux journalistes de l'équipe, euh, où il égratigne sévèrement le journal L'équipe pour un article qui est paru en juin 87, où en gros les journalistes décrivent un peu la façon de jouer de Bordeaux et trouvent que l'équipe est peu spectaculaire, ce à quoi Aimé Jacquet répond, alors que l'article l'a mis dans tous ses états, qu'il ne faut pas oublier que l'équipe a été renouvelée à 50%. Il dit qu'ils ont tout basculé avec une équipe encore en devenir et qu'il y a des étapes essentielles à ne pas oublier pour durer et gagner. Et on assiste à ce qui arrive souvent quand une équipe gagne en France, mais qu'elle n'est pas séduisante, entre guillemets. On dit toujours, oui, elle gagne, mais elle n'est pas séduisante et elle pourrait jouer davantage et être plus spectaculaire. On a entendu ça en 98 avec la France, en 2018 avec l'équipe de France. Et c'est un peu le sport spectacle comment dire, oui, le sport comme un spectacle qui est suggéré par ces articles. Donc, Claude Besse est très en colère contre le journal de l'équipe. Et petite anecdote, il donne une interview donc à la fin de la finale de la Coupe de France 87. Et donc, il égratigne le journal de l'équipe et il confirme au micro de TF1 son refus d'aller serrer la main à Bernard Tapie, qu'il estime être un salaud pour lui avoir volé Alain Giresse aux Girondins. Voilà. Donc, il y a le comportement du Claude Besse qui joue pas en sa faveur parce que lui reste droit dans ses bottes et veut pas se soumettre à quelqu'un qui lui a joué un mauvais tour. Et il lâche pas l'affaire par rapport aux journalistes. Et il a souvent eu un rapport conflictuel avec les journalistes, Claude Besse. Ah oui, jusqu'à la fin en 91, ouais, qui sera 90-91. Oui, on se souvient de cette scène violente. Oui, où il en vient aux mains avec un caméraman et il traite de pourriture les journalistes. Ouais. Donc voilà, donc moi je peux considérer, alors j'ai un petit bémol quand même, mais c'est vraiment un bémol léger. Bordeaux est moins souverain, peut-être en championnat, il domine moins de la tête et des épaules par rapport à 85. 85, tu es invaincu à domicile, là tu concèdes 2 défaites contre Toulouse et contre Brest, mais c'est le seul bémol que je mettrais. Parce que tes adversaires directs, tu mets 3-0 à domicile à Marseille, tu fais un partout là-bas. Paris, qui est champion en titre, tu gagnes à domicile 2-0 et tu fais match nul là-bas. Nantes, bon, ok, tu prends 3-0 en début de saison, mais si tu réussis le pénalty de Vujovic en début de match, peut-être que ça se passe autrement et tu les bats 2-0 au retour. Auxerre, tu les bats 2 fois. Monaco, tu ne perds pas contre eux, qui finit 5e. Donc, oui, tu domines en fait tous tes adversaires direct au classement, du 2e au 5e. Donc, malgré ces 2 défaites à domicile, tu restes quand même très très solide. Et puis, il y a cette victoire en Coupe de France, cette victoire en Trophée de Champion, et cette épopée en Coupe d'Europe, qui est peut-être moins marquante parce que moins rocambolesque que celle de 85 avec le déplacement à Bilbao, avec les menaces de l'OTA, la grève des joueurs espagnols, les soviétiques qui t'ennuient à la douane et qui t'en font voir toutes les couleurs à Dniepopetrovsk, l'exploit touché du doigt contre la Juve. Il y a peut-être moins ça dans l'épopée européenne, mais ça reste quand même une demi-finale de Coupe d'Europe. Et on ne peut pas dire qu'on en ait joué beaucoup. Enfin, on en a joué plus que Toulouse. Oui, bon, si tu raisonnes comme ça, Guillaume. Il faut être fier. Il faut être fier. Il faut être fier. Donc, on peut faire une petite ouverture. En 87-88, Bordeaux va terminer 2e. On va commencer à assister à des départs de joueurs. Attendez, je vous retrouve ça. Donc, en 87-88. Donc, en 87-88, Bordeaux termine 2e. C'est Monaco qui est champion. On finit à 6 points de Monaco, donc à 3 victoires. On gagne 18 matchs, on fait 10 matchs nuls et on fait quand même 10 défaites, ce qui est quand même beaucoup pour un champion.
Mais on a quand même une défense assez solide. On doit être la quatrième du championnat, je pense. Par contre, en attaque, ça pêche un peu. On ne marque que 48 buts, que 46 buts. En 87, donc, on a Clive Allen qui nous rejoignent de Tottenham. Donc, il y a beaucoup de joueurs britanniques qui viennent en France, notamment en raison de la suspension des clubs anglais en Coupe d'Europe. Il y a Didier Sénac, qui restera longtemps au club, qui vient de la part de Nantes, de Lens, pardon. Il y a Bijota, Eric Péan, George O'Boyle, un jeune attaquant nord-irlandais, Gilles Baraguet et Marc Pascal qui revient de son prêt. Et du côté des départs en 87, Specht et Baptiston s'en vont. Chalana retourne à Benfica. Le Marseillais De Bono, lui, va à Bastia. Et Philippe Berghuis ne reste qu'un an à Bordeaux et retourne à Lens. Et Bernard Lacombe et Christian Delaché mettent fin à leur carrière. Donc déjà, tu as plusieurs joueurs marquants qui quittent les Girondins. Tu en as 3 avec Lacombe, Specht et Baptiston, plus Vercruis, petite saison. Donc malgré ces départs, Bordeaux termine deuxième. Et en 88-89, on va encore assister à une certaine instabilité au niveau de l'effectif, puisque beaucoup de joueurs vont partir, comme René Girard qui part à Nîmes, Zoran Vujovic qui part à Cannes, Dominique Bijota qui restera qu'un an, qui va à Monaco, et plus surprenant, Farjon qui va en Suisse, au Servette, Zlatko Vujovic qui signe à Cannes également avec son frère, et José Touré qui va à Monaco. Donc tu perds 1, 2, 3, tu perds 5 joueurs majeurs, et tu les recrutes par d'autres, qui sont Enzo Schifo, Jesper Olsen, Bernard Gengini, Yannick Stopira, et Eric Cantona qui viendra en prêt durant la saison, en provenance de Marseille, je crois. Donc tu perds des joueurs importants, tu les remplaces par des joueurs qui vont pas être aussi bons, mais qui sont quand même des bons joueurs. Hein. Schifo, c'est une légende du football belge. Jesper Olsen, il joue à Manchester United. Gengini, grand joueur, mais il ne va pas forcément réussir à Bordeaux. Et Yannick Stopira, c'était le rêve avec Michel Platini de Claude Bèze. Mais la mayonnaise ne va pas prendre. Et les Girondins vont devoir se contenter d'une décevante 13e place au classement. Après avoir connu des premières places, deuxième place, troisième place durant les années 80. Finir 13e à 24 points du leader, avec 13 défaites et 46 buts encaissés, ça fait désordre. Donc 88-89, Bordeaux finit 13e, mais les Girondins vont rebondir avec l'arrivée de Raymond Goethals en 89 et l'arrivée d'autres joueurs au sein de l'effectif mariné blanc. Et c'est Marseille qui commence déjà sa dynastie de titre de champion de France, qui remportera le titre en 90 à 2 points devant Bordeaux. Bordeaux qui fera 22 victoires, 7 nuls et 9 défaites, qui marquera 51 buts mais qui n'en encaissera que 25. C'est le deuxième meilleur total en niveau de la défense derrière Monaco. Donc une saison très solide. Hein. Et en 89-90, il y aura Baptiston qui va revenir au club, Bernard Pardo, Stéphane Paille, Manfred Kaltz, qui était un joueur allemand assez connu, qui ne jouera que quelques matchs, Joseph-Antoine Bell, qui viendra de Toulon, Klaus Allofs, attaquant allemand, Pete Denbourg, machine à marquer, qui jouait à Mechelen, mais qui a remporté une coupe, je crois que c'est la Coupe des Coupes en 86 avec Malines, William Ayache, arrière-gauche de Nantes, Jean-Philippe Durand, super milieu de terrain français, Frédéric Mérieux également, et Jean-Luc Degon. Et du côté des départs, Clive Allen, Stopira, Gentil, Bernard Gengini, Gernot Rohr et Eric Cantona nous quitteront. Et encore une fois, la stabilité est moindre que lors des années précédentes, parce que quand tu remportes le titre en 83-84, tu ne fais venir que 3 joueurs, tu fais venir Delaché, Zénier, Baptiston. En 84-85, tu ne fais venir que Dropsy et Chalana. Et là, tu chamboules tout, j'ai l'impression, ou pratiquement tout, toutes les années. Et malgré tout, tu finis deuxième. Mais l'instabilité, ça se paye forcément. Et en 90-91, Bordeaux va terminer 10e du classement, mais va être rétrogradé administrativement en raison de dettes. C'est ça, Guillaume, c'est un endettement, des finances dans le rouge, quoi. Oui, Pierre, pardon, je parle, oui. Tout à fait, oui, c'est un endettement, un déficit chronique et pharaonique. Voilà, donc on peut dire que 86-87,
marque la dernière grande saison des Girondins allez, jusqu'en 96 au niveau de la Coupe d'Europe et 99 au niveau du titre. Donc ça va faire 12 ans au niveau du titre et 9 ans au niveau de l'épopée européenne. Et Bordeaux va descendre en 91 en D2, mais remonter illico presto et obtenir des bonnes places au classement européen, d'Européens sous la direction de Roland Courbis et par la suite d'Eli Bopp. Donc voilà pour cette saison 86-87, saison légendaire, une saison riche, mais qui marque peut-être la fin de la domination girondine, puisque ce sera le dernier titre avant 99. Voilà, Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, merci Pierre pour nous avoir fait revivre ces grands moments de notre club et espérons qu'il y en aura d'autres. Espérons, ce ne sera pas pour tout de suite, mais le plus tôt possible, s'il vous plaît. Ça commence à devenir long. Déjà, si on remonte en troisième division, ça sera quand même une belle histoire, même si je sais que tu es. Bon, je comprends tes critiques vis-à-vis du propriétaire actuel qui sont compréhensibles, hein, oui. Bah, disons, le truc, c'est pas de remonter en troisième division, c'est qu'est-ce qu'on y fait. Est-ce qu'on a préparé cette éventualité? Est-ce qu'on a mis en place un projet de jeu, de recrutement? Parce que si c'est pour remonter enfin, si c'est pour monter en Ligue 3, être à la masse financièrement, attendre les derniers jours du mercato et la validation de notre maintien en Ligue 3 par la DNCG ou je ne sais quoi, et recruter des joueurs à la va-vite, pas adaptés au schéma, non, ça n'a aucun intérêt. Il faut travailler sur le long terme avec une vision, mais j'ai pas l'impression que ce soit ce qui, ce qui existe dans ce club. Ouais, ça c'est vrai. Bon, de toute façon, on est loin d'être remonté parce que ça va être très difficile. Ah bah si on perd à La Roche, c'est fini. Parce ils peuvent aussi avoir une période de creux, hein, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais on est un peu dans le dur physiquement. Et déjà, il faut qu'on s'impose contre Saint-Malo ce soir, qu'on aille gagner à Angoulême et qu'on aille gagner à La Roche, quoi. Ouais. Donc voilà, Guillaume, Bon. merci pour cet épisode. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode consacré à ce formidable club que sont les Girondins de Bordeaux. Oui, on se tient au courant pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt.